Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Boréal Super 8 en sera cette année à sa 5e édition. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Fondation Dr Jacques Paradis, Madame Suzanne Claude. Madame Suzanne, bonsoir. Ben, bonsoir. Madame Suzanne, bon, le Super 8, tiens, moi, là, si je vous demandais à brûle pour point comme ça, le Super 8, c'est la 5e édition. Tout okay? à fait. Expliquez-nous là, pour les personnes qui ne pourraient ne pas être au courant, ça peut, malgré que toute la population est au courant, mais au cas où il y aurait une ou deux personnes qui ne seraient pas au courant, c'est quoi que le Super 8? Boréal Super 8. Mais bien sûr. Alors, Boréal Super 8 est une activité cyclosportive qui regroupe des adeptes de vélo de route pour faire ensemble un défi de 103 km le matin et de 83 dans l'après-midi, ou la boucle au complet de 188 km. Et le défi de tout ça, c'est de toujours être en peloton, de garder le groupe, donc c'est ça. Et ils font cette activité-là au profit de la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, c'est pour ça que vous êtes ici, près de moi, à venir nous vanter la Fondation Dr Jacques Paradis et également le Boréal Super 8, mais ce sont deux belles vantardises qu'on se doit de toujours conserver, s'il vous plaît, parce qu'on en a tellement parlé de la Fondation Dr Jacques Paradis. Puis je vais continuer à en parler, je vais continuer à vous inviter, parce qu'il faut que cette fondation-là demeure pour le grand bien de la population et des personnes malades, il faut le dire aussi, ou des personnes qui sont en prévention. Tout à fait. Surtout. Oui. Parce que c'est ça qui est très important. Madame Plourde, on parle du Boréal Super 8. Les fonds s'en vont à la Fondation Dr Jacques Paradis, mais je crois que aussi il faut dire que déjà 15 912 $ ont été amassés au cours des 4 premières éditions. Oui, c'est ça? Tout à fait. Et ce montant de 15 000 $-là et plus, il s'est intégré dans les campagnes de financement en cours de la Fondation. Donc, les équipements qui étaient ciblés lors des campagnes, ces argents-là ont été cumulés également pour les campagnes, pour le résultat des campagnes. Cette année, on a une primeur, on a quelque chose de spécial, vraiment. Et c'est tout à l'honneur des organisateurs qui ont ciblé un équipement essentiel qui est la civière, la civière de transfert. Civière d'incubateur de transport. Ben c'est ça. Fait que le vrai mot, c'est la civière de transfert pour incubateur. Je suis allée chercher le mot scientifique, c'est pour ça là, je t'ai C'est parce que c'est elle qui me l'a envoyé, puis là, après ça, elle m'a envoyé des choses. Non, c'est pas vrai. C'est un test. Ah, c'est un test, ben vous l'avez réussi. Et je l'ai échoué. Alors, trêve de plaisanterie, mais nous en étions justement à cette possibilité d'achat. Ça, c'est important, énormément important. Parce que vous savez que des fois, on doit transférer un nouveau-né pour recevoir des soins à l'extérieur. Tout à fait. Donc, avec cette civière qui est tout en sécurité et tout ça, on va pouvoir prodiguer en même temps là, les soins et tout ça alors, sécuritairement. Si on comprend bien, Madame Plourde, le nouveau-né qui a besoin de soins spéciaux qui se donnent à Rouyn-Noranda, à majeure partie. À majeure partie. OK. Alors, le nouveau-né qui a besoin de ces soins-là va être placé sur cette civière-là, civière spéciale. Dans l'incubateur, que l'incubateur va être sur la civière. OK, c'est beau. Puis qui va être après ça transporté en toute sécurité, c'est sûr, au centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Tout à fait. Alors, c'est très important parce que une civière de même peut sauver des vies. Ah ben oui, tout à fait. Puis c'est pas une civière qu'on connaît là, dans les ambulances et tout ça. Là, non, c'est vraiment spécifique pour un incubateur. Et le coût. Hein? Ben oui, parce qu'il y a un coût de rattacher à ça et ce ne sont pas ce ne sont pas les coûts pour un brancard. Oh non! Hein? Oh que non. Oh que non. Parce que un brancard, au coût que cette civière-là coûte, on pourrait en acheter plusieurs brancards. Alors, je vous laisse aller un peu avec le coût, justement. Alors, tout à fait. Le coût s'élève à 18 000 $. Okay. Et ce qu'on veut, c'est bien sûr récolter des sous pour arriver à faire l'achat de cet équipement-là.
C'est pourquoi cette année, on demande vraiment aux cyclistes un minimum d'aller chercher un 100 $ de supporters, de commandites, sollicitations. Et on a mis tout en place, on est à l'ère, à l'époque de l'Internet. Oui. Donc, il y a tout en place pour aller chercher ces gens-là. Le cycliste s'inscrit et à partir de ce moment-là, il a toutes les informations. Il n'a qu'à partager soit la page Facebook, soit l'information qu'il y a sur notre site et de dire simplement aux supporters, à ses contacts, d'aller lire, d'aller visiter cette page-là, voir toutes les informations. Et quand on voit la photo de celui qui nous a invités d'aller voir là, ben, tu n'as pas besoin de le solliciter, elle est là. Donc, on rend ça vraiment accessible pour tous. C'est très, très bien organisé, puis on demande aux gens d'être généreux parce que, moi, c'est sûr que la Fondation Dr Jacques Paradis, vous avez des objectifs qui habituellement sont atteints. Puis, les objectifs sont très élevés. Et avec raison, on le dit tellement souvent que tout ce qui est acheté d'équipements spécialisés pour la région ici, c'est-à-dire même pour l'Abitibi-Ouest, centre hospitalier, Aurore boréale, c'est là, ça coûte cher. Puis, il va falloir que les gens arrêtent de dire ce que je me suis fait dire encore. Ben oui, mais ils n'ont rien qu'à demander au gouvernement, puis le gouvernement va les fournir. Pourquoi que la Fondation prendrait de l'argent pour acheter? Mais mon Dieu, si c'était comme ça, que ça irait bien, mais c'est malheureusement pas comme ça, parce que les budgets sont toujours très restreints. On le voit encore cette année, c'est coupé partout. Donc, la Fondation Dr Jacques Paradis, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Ben, en fait, c'est que si on veut suivre pas juste l'évolution, mais si on veut aller au-delà de l'évolution et donner une belle qualité des services et des soins, chaque fondation se doit de faire le maximum pour aller chercher de bons équipements. Puis on sait que l'envers de médaille, qui dit bons équipements, ben on a une fierté d'aller recruter les médecins aussi. C'est ça. Fait que on est dans ce tournant-là. Et puis oui, c'est important. Alors, les personnes qui voudraient participer au Boréal Super 8, il y a un coût d'inscription, on parle de maillots qui sont disponibles aussi, des petits T-shirts, etc. On procède comment et quel en est le coût? OK. Présentement, on peut aller s'inscrire sur Internet directement, donc on fait le paiement aussi, tout est en ligne et tout ça. L'inscription, aller jusqu'au 5 juin, 4 heures, c'est 60 $. Pourquoi on dit ça? C'est qu'après 4 heures, l'inscription, les formulaires vont être retirés sur Internet, accessibles sur Internet, et les adeptes devront s'inscrire sur place. Et là, à ce moment-là, ça coûte un peu plus cher, donc 80 $. Ah, OK. Je veux préciser aussi, qu'est-ce qu'on offre pour ce coût-là? Ben, ils ont la collation, ils ont le dîner, ils ont le souper, ils ont des boissons énergisantes et de l'eau. Fait qu'on a une équipe qui va apprivoiser. Ah, ben là, on vient juste de... c'est ça, en tout cas. Oui, dans l'approvision. Il va fournir approvisionner. C'est ça. Voilà, oh mon Dieu, on a eu de la misère. On l'a eu. Et on a le transport aussi en cas d'abandon. Donc, on a un autobus qui suit pour ceux qui ont des malaises ou crevaisons ou peu importe. Et on a un encadrement et une sécurité aussi sur la route. Alors, tout ça, c'est vraiment à bon prix, on se le fait dire, mais ce qui est important, nous, c'est l'exercice, les saines habitudes de vie et tout ça. Est-ce qu'on a du temps? Je voudrais vous... Il reste à peine 2 petites minutes. Ah, je vais faire ça vite. La Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest est en collaboration aussi depuis 2 ans, nous offre une tribune pour le lancement justement de cette cinquième édition auprès des entreprises et tout ça. Et encore cette année, on en a fait la demande et ils collaborent avec nous. Donc, tous les cyclistes, les participants, populations qui ont le goût d'en savoir un peu plus, puis de jaser, puis de poser des questions à nos adeptes, ben c'est je vais vous dire ça, le 29 avril au bar La Relève, c'est un 5 à 7. Alors, les gens sont invités à venir nous... Parce que l'émission va justement passer le 21 avril, donc le 29 avril, on invite les gens en grand nombre dans ce fameux 5 à 7.
Madame Plourde, merci infiniment. La date du Boréal Super 8? Le 6 juin. Le 6 de juin. Alors, on répète, c'est 60 jusqu'au 5 de juin, 16 heures. Oui. Puis après ça, sur place, là, c'est passé, et le 5 de juin, 16 heures, ce sera 80 Donc, tout à fait. Si vous voulez sauver 20 bien, c'est le temps. Et c'est quand même important parce que si vous êtes 2 ou 3, bien, vous venez de sauver 60 40 ou 60 Madame Plourde, merci infiniment. Puis, bon succès avec ce Boréal Super 8. Bien, merci beaucoup. Et continuez votre excellent travail à la Fondation également. Assuré. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. La Fédération des chasseurs dit non à la chasse à l'arbalète durant la période de chasse à l'arc pour l'orignal. Alors, de plus, il sera question du registre provincial des armes à feu fédérales qui a détruit ou sur le point de le faire. Le provincial voulait l'avoir. Est-ce que ça aurait été bon, etc. On va en parler aussi. Et puis, on va parler aussi de quelques autres sujets, dont, entre autres, si le temps nous le permet, on va parler de la hausse vertigineuse des permis de chasse et de pêche que nous avons reçus ici au Québec pour la prochaine année. Alors, avec grand plaisir, je reçois le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Abitibi-Témiscamingue, M. André Poulain. Monsieur Poulain, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Hey, je suis content que vous ayez accepté cette invitation-là. Ça faisait longtemps. Ça fait quelques années, effectivement. Je suis venu pour d'autres dossiers, mais j'ai repris la suite après Clément Bérubé. Oui, OK. Qui a fait un excellent job. Et puis, on est de retour, on va dire, au combat. Mais j'étais encore dans l'équipe, j'étais vice-président. Oui, et exactement. j'ai repris la présidence. Puis, quand je vous ai rejoint pour parler de ces dossiers-là qui concernent la Fédération, j'étais très content que vous acceptiez cette invitation-là parce qu'on a fait une série d'émissions ensemble. Effectivement. Il y a quelques... Presque une dizaine d'années. Quelques dizaines d'années. Quelques décennies, effectivement, pourrions-nous dire. Mais ça avait été très écouté. Puis on s'était pas perdu de vue, mais un peu depuis ce temps-là. Puis quand on m'a dit que celui qui pourrait le mieux expliquer la Fédération, c'était André Poulain, ben j'ai dit, coudonc, on va l'inviter, mon ami André. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, M. Lacarte. Expliquez-nous en quoi consiste ce refus-là, parce que dans mon intro, je parlais que la Fédération des chasseurs dit non à la chasse à l'arbalète. Ce n'est pas permis actuellement. C'est quoi exactement? Et la position dans ça de la Fédération? Okay. Actuellement, on va se remettre en contexte. Oui, OK, allez-y. Okay. La zone 13, parce qu'on se souviendra qu'en 2000, on a eu une particularité au niveau provincial, c'est que nos limites administratives, politiques, géopolitiques qui couvraient l'Abitibi-Témiscamingue sont devenues également nos limites pour tout ce qui est de la chasse et de la pêche par rapport au Québec. Okay. Donc, on est devenu, au niveau de la zone 13, on a éliminé tous nos autres liens qu'on avait dans la 12, la 14, la 16. On est devenu la zone 13 sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Suite à ça, c'est une entente spécifique faune qui avait été rédigée. Okay. Suite à ça, qu'on avait déjà parlé d'ailleurs dans notre série d'émissions. Oui. Suite à ça, on a eu une particularité régionale. C'est que l'arc et l'arbalète n'étaient pas autorisés ensemble durant la pré-saison de chasse à l'orignal. Okay, donc, seulement qu'au niveau de la pré-saison. On est la seule région au Québec avec le nord du Québec, parce que le nord du Québec est conventionné par la Convention de Baie-James, oui, à ne pas autoriser l'arbalète durant la pré-saison. Les chasseurs se sont toujours positionnés depuis le premier plan de gestion. Je sais que vous avez rencontré souvent Marcel Paré, qui était biologiste. Souvent, oui. Et on est la seule région qui s'était positionnée afin de maintenir seulement que l'arc durant la pré-saison, parce que, c'est plus facile avec l'arbalète. On avait peur d'un hécatombe, on avait peur de diminution de période de chasse, comme ça s'est produit ailleurs au Québec. Oui, on va en parler justement de ça. Oui. Donc, c'est pour ça que les chasseurs se sont prononcés à chacune des consultations publiques, très fortement majoritaires, pour maintenir le statu quo et demander à ce que l'arbalète ne soit pas autorisée durant la pré-saison de chasse à l'arc. Maintenant, pour répondre à votre autre question, est-ce que ça se fait? Oui, c'est légal. C'est légal pour les gens qui ont un permis
une autorisation médicale, on appelle ça un permis d'handicapé, entre guillemets, qui, eux, vont voir un médecin, font remplir un formulaire, si c'est une problématique qui est à long terme ou seulement qu'à court terme, et pourront chasser avec un arbalète s'ils ont suivi les formations requises pour ça durant la pré-saison. OK. Fait que ça, parce que dans les notes que j'ai reçues, M. Poulain, c'est qu'on disait que les chasseurs à l'arc qui n'ont plus la capacité physique pour cette arme veulent se tourner vers l'arbalète. C'est un peu là. C'est en plein ça. Puis nous, on est en faveur de ça. Le problème qui arrive, c'est qu'avec l'ensemble des coupures qui s'est fait au sein du ministère, le ministère est revenu vers nous autres et nous a dit, écoutez, on n'a plus personne pour analyser les dossiers et nous, on voudrait mettre ça universel pour l'ensemble des chasseurs. On s'est positionné avec d'autres membres de la table faune, majoritairement contre cette position-là en octobre dernier. Et suite à ça, le ministère nous a dit retournez voir vos organisations respectives et refaites une demande avec notre nouvel argumentaire, ce qui veut dire le manque de personnel, la hausse constante des gens qui arrivent, les baby boomers qui veulent avoir une exemption médicale. Et nous, on a fait notre ouvrage à la SAR en février dernier. Et le 21 février, on va en parler. Ça s'est soldé très majoritairement pour le maintien du statu quo. Et ce maintien du statu quo-là, vous l'avez demandé jusqu'à la fin du plan de gestion de l'orignal en 2019. C'est ça? OK. Bien, nous, écoutez, il n'y a plus de date. On dit le plan de gestion devrait arriver bientôt. Il y a toujours eu un principe qu'on ne rouvrait un plan de gestion que pour des raisons biologiques. On le fait. On le fait pour retarder la chasse parce qu'on chassait durant la période la plus sensible. On a accepté de rouvrir le plan parce qu'on était en train d'avoir un hécatombe au niveau du nombre de bêtes abattues parce qu'on chassait durant le RUP. Et en tout temps, ça a toujours été le même principe que le ministère nous a imposé, donc on respectait les normes du ministère, c'était de n'ouvrir un plan de gestion que s'il y avait un problème faunique. Là, c'est un problème administratif. Puis c'est un problème administratif que le ministère rencontrait lors des dernières consultations, qui avait expliqué. Et même à ça, les chasseurs s'étaient prononcés majoritairement, en très, très grande majorité, je vous dirais, c'était au-delà de 95 %, qui étaient pour le maintien du statu quo, donc arc n'égale pas arbalète, durant la pré-saison de chasse à l'orignal. Le plan de gestion, parce que vous savez, je reçois M. Paré ici à l'occasion même assez souvent, puis c'est tellement intéressant de l'entendre parler, puis il a fait tellement pour la chasse, M. Paré. C'est un biologiste extraordinaire. Puis, très souvent, je lui demandais, Marcel, le plan de gestion de l'orignal, si ce plan-là n'avait pas été mis en fonction il y a peut-être une quinzaine d'années, en tout cas, disons, une quinzaine d'années au moins. Oui, déjà. Fait qu'on parle de 20 ans. C'est ça. Les années passent vite, monsieur. Oui. On parle de 20 ans. Si ce plan-là n'avait pas été mis en fonction, parce qu'au début, là, ça l'a rué d'un brancard et pas à peu près. Moi, je me souviens, j'étais chasseur à l'orignal à ce moment-là. Je disais, voyons, ça n'a pas d'allure, etc. Puis on ne pourra plus être libre de chasser comme entre parenthèses, on chassait auparavant. Mais sans ce plan-là, qui existe encore aujourd'hui, il a été modifié, est-ce qu'il y aurait autant d'orignaux? Et je posais la question à M. Paré qui m'a dit, ce plan-là a sauvé l'orignal. Effectivement, ce plan-là a sauvé l'orignal. Puis on se souviendra, parce que Marcel prenant sa retraite, au moment où on passe en onde, Marcel a eu son party. Et ce soir, c'est, à ma connaissance, sa dernière prestation comme biologiste au sein du ministère lors de la rencontre de la table faune qui se déroule lundi soir. Marcel a tout à fait raison. Ce plan-là, lorsqu'on l'a déposé, premièrement, la région s'est élevée. Lorsqu'on a eu le premier dépôt du plan de gestion, c'était, j'utilise toujours l'expression de la pizza. Le ministère est arrivé et nous a dit, vous allez prendre un tirage au sort. On s'était réunis à plusieurs reprises. C'était Claude Lamoureux, une autre personne très bien connue de l'Abitibi-Ouest, qui était président régional à l'époque de la Fédération. Et on s'était réunis, plusieurs intervenants. Moi, je représentais les archers. Je suis rentré au sein de la Fédération à ce moment-là. Et on avait dit, regardez, nous, c'est pas un tirage au sort qu'on veut, c'est une chasse par alternance. Voilà. Et le ministère, dans sa grande intelligence, lors de la reconduction du deuxième plan,
a dit maintenant, on ne fera plus de tirage au sort nulle part au Québec, on va faire de l'alternance partout au Québec, parce que ça a marché en Abitibi. Alors qu'un restaurant mourrait s'il ne servait qu'une seule sorte de pizza. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sortes. Voilà, exactement. Fait qu'au fil des années, il s'ajuste. Mais pour en revenir au dossier de l'Arbalète, nous, on s'est toujours positionnés. On a toujours eu les analyses et M. Paré, Marcel Paré, a toujours été un excellent vulgarisateur et était en mesure de nous faire voir c'est quoi les types de possibilités d'échange qu'on pouvait avoir. Et c'est pour ça qu'on avait toujours maintenu, parce qu'on ne voulait pas faire diminuer nos saisons de chasse, on ne voulait pas être trop agressif au niveau de la femelle, on ne voulait pas non plus, parce qu'on sait que la période à l'arc, c'est la période du rut, dans la pré-saison. On ne voulait pas non plus nuire aux jeunes mâles. On ne voulait pas avoir des bacs-là, des lois du mâle, comme on a vécu au niveau du chevreuil. Fait que c'était la solution qui était la meilleure et on est encore convaincu comme administrateur parce qu'on se souviendra qu'on représente 14 associations en région, mais combien de membres, combien de chasseurs? Seulement qu'à Rouyn-Noranda, on est 2700 membres. Voilà, exactement. Fait que dans la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je suis content que vous ayez parlé de M. Paré, parce que Marcel, si jamais tu nous écoutes, bonne retraite, et puis merci pour tout ce que tu as fait pour la faune. Vraiment, tu es un grand monsieur, tu es un grand biologiste, et merci beaucoup. Les chasseurs et les pêcheurs te remercient. Et les caribous. Les caribous forestiers. Et les caribous sont à genoux aujourd'hui et te remercient. Exactement. Et puis, juste une parenthèse, André, si tu me permets. Est-ce que le gouvernement, en particulier le ministère de la Faune et des Parcs, est sensibilisé à tous ces dossiers-là? Moi, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Il me semble que pour le gouvernement, parce que ce sont de gros revenus au gouvernement, mais est-ce que le gouvernement est sensibilisé à ces causes-là? Là? Parce que là, on va parler tantôt là, du coût astronomique des permis qui ont monté énormément. On est supposé engager des gardes-chasse avec ça, mais on va par contre délaisser des biologistes. Est-ce que vous vous sentez apprécié par le gouvernement? Bien, écoutez, poser la question, c'est y répondre. Je me suis déjà fait dire par un ministre puis par une sous-ministre que lorsqu'on est rendu qu'on coupe dans la santé, il ne faut pas s'attendre à investir au niveau de la faune puis dans l'éducation. On a des dépenses prioritaires à faire toutefois. Le ministre Lessard, lorsqu'il a donné l'augmentation vertigineuse des permis, on parle de 42 pour le permis de pêche, seulement qu'en région, l'impact de l'augmentation, on parle de 385 000, si on se fie aux chiffres de Feu l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. En 2010, il y avait eu 42 000 permis de pêche qui s'étaient vendus en région dans la zone 13, avec des adresses domiciliaires. Fait qu'on parle de 385 000 de revenus seulement qu'au niveau du permis de pêche. Mais nous, ce qu'on s'attend, c'est que le ministère va prioriser les occasionnels, la relève, les jeunes techniciens, les jeunes biologistes qui vont maintenir à ce moment-là les inventaires de grande faune, qui vont maintenir les suivis de pêche qu'on a, parce que vous savez que l'Abitibi-Témiscamingue, un autre grand biologiste qui a pris sa retraite, Daniel Nadeau, était Monsieur Doré, Monsieur Touladi au niveau provincial, puis représentait. Mais c'est nos suivis. Est-ce que le ministère va porter une attention? Bien, encore là, c'est une des questions qu'on va poser, nous, ce soir, à la table faune, pour demander au directeur régional, puis ensuite de ça à M. Lessard, puis aux députés, parce que nos députés sont excessivement silencieux. À part des petites déclarations de François Gendron qui maintient, qui veut avoir un registre d'armes à feu, je vous dirais que nos députés... On se demande, honnêtement, là, ils vous ouvrent une porte, on se demande s'ils sont en région. Bien, on se demande qui représente. Moi, quand je lis les déclarations de François Gendron, qui est un gars de la région, qui dit mes commettants veulent avoir un registre d'armes à feu, je me dis, tabarnouche, hey, tu dois pas parler avec les mêmes gens que moi. Tu dois prendre plus souvent un café, d'après moi, dans le centre-ville de Montréal que dans un dépanneur. Mais il y a une chose, au moins, c'est que lui, au moins, on l'entend. Oui, tandis que les autres, on les entend pas. Et mon Dieu, quel temps passé. Oui. Monsieur Poulain, registre des armes à feu, vous venez d'en parler. Quelle est la position de la Fédération sur ce registre? Le registre n'a jamais fonctionné. Le registre, c'est une dépense qu'on a toujours considérée inutile. Nous, on a toujours dit, prenez l'argent, puis faites des campagnes d'information.
faites des campagnes de sensibilisation. On a un permis d'acquisition-possession. C'est ça qui dit si une personne peut ou ne peut pas avoir une arme à feu. Le nombre d'armes, à partir du moment où moi j'ai mon permis de possession, je peux aller voir Gaby Lacasse, mon grand chum, lui emprunter une arme à feu, puis l'amener chez nous pour toute la saison, j'ai aucun trouble. Donc, le policier ne peut pas dire « Hey, je vérifie, moi, dans le registre pour voir si André Poulain a des armes. » Je peux avoir une carabine de calibre 22 puis avoir été emprunté les 17 carabines que Gaby Lacasse a parce qu'il y a besoin de quelqu'un pour les ajuster. Donc, c'est totalement absurde. C'est de prendre des gens pour des cons quand on dit que le registre est une utilité. Par contre, Gaby Lacasse a l'obligation de demander à André Poulain « Est-ce que tu as un permis d'acquisition-possession ou au moins de possession simple? Oui. » Et avec ça, parce que c'est votre obligation légale. Avec ça, le policier dit « Ah, André Poulain a un permis d'acquisition ou un permis de possession simple et il serait potentiellement dangereux. » Mais de me dire, moi, qu'un registre va sauver des vies, regardez, les couteaux, ça ne sont pas enregistrés, puis les bandits qui utilisent des armes ne les enregistrent pas, en tout cas à ma connaissance. Les AK-47, la liste ne doit pas être longue, probablement. D'après moi, là, non, il ne doit pas... Puis je suis à peu près certain que dans les faiseux de gâteaux, là, les Angels, là, ouais. Ils ne doivent pas bien enregistrer des armes à feu et les entreposer de façon sécuritaire pour pas que leur enfant joue avec. Puis je pense pas qu'Oka connaisse attaquer non plus. Il doit avoir un registre autour. Parce que moi, j'ai émis mon opinion souvent sur ça, puis j'avais de la difficulté aussi avec ça. Puis là, je trouve une chose, mais tant que le fédéral qui l'avait en sa possession, pourquoi ne pas l'avoir transféré au provincial? C'est ça un peu l'ambiguïté. C'est ça un petit peu des fois la question. C'est le plus beau cadeau que le fédéral a pu faire, parce qu'à partir du moment où des politiciens sont assez malhonnêtes pour nous faire croire que ce registre-là va avoir une durée de vie. Qui aurait payé pour l'entretien d'un registre? Qui aurait payé? C'est les propriétaires d'armes à feu, encore une fois. Oui. Encore une fois. Québec, nos Canadiens disent hein, Québec Distinctive Society. Pourquoi, partout ailleurs au Québec, au Canada, ce registre-là, c'est de la merde, ça ne vaut rien. Puis pourtant, nos chers députés se lèvent en chambre pour pleurer unanimement pour le maintien de ce registre-là. Moi, j'en reviens pas. Tout comme les déclarations qu'on a vues récemment, c'est des choses qui sont... c'est de prendre les gens pour plus stupides qu'ils sont. C'est mon opinion personnelle. Oh, et vous avez droit, M. Poulain, aussi. Une dernière question, à peine une minute. Oui. La hausse des permis. Permis de pêche, hausse de 42 permis de chasse à l'orignal de 59 piastres à 72 piastres, 21 piégeage, augmentation de 53 Qu'est-ce que la Fédération dit de ça? Écoutez, nous, on était en accord. On avait pris, comme l'ensemble des organismes fauniques, on avait pris une entente avec le ministère pour dire oui, on est d'accord avec une augmentation si vous gardez les RDF, les programmes de réinvestissement, si vous vous engagez à faire des inventaires. Mais il y a des limites. On parle d'augmentation de 42 21 c'est de prendre, encore là, c'est de prendre la population de chasseurs, de pêcheurs, de piégeurs du Québec en otage. Parce que, oui, on va respecter. On n'est pas des braconniers, mais on a une capacité limite pour payer. Monsieur Poulain, tellement intéressant, mais c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment, puis s'il vous plaît, pas 20 ans, sans venir nous voir. Merci, j'attendrai l'invitation. Merci beaucoup. Elle va se faire. Soyez sans inquiétude, parce qu'on va suivre ces lourds dossiers-là aussi. On va les suivre l'an prochain et vous serez toujours le bienvenu, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.